Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le Centre de recherche sur les milieux insulaires maritimes et le Fonds EcoLeader sont heureux de vous accueillir à la toute première édition des rendez-vous éco-responsables sous le thème « S'inspirer des entreprises d'ici ». Je m'appelle Stéphanie Gauthier et ça me fait franchement très plaisir d'être des vôtres aujourd'hui en tant qu'animatrice de cet événement rassembleur. Sans plus tarder, je cède la parole au porteur du Fonds EcoLeader, Steve Pronovo, président du CREGIM, ainsi que Sonny Cormier, directeur de la Chambre de commerce des îles de la Madeleine. Bonjour à vous, je me présente, Steve Pronovo, président du CREGIM. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui en virtuel à ce premier rendez-vous éco-responsable organisé par le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, le Centre de recherche sur les milieux insulaires maritimes et le Fonds EcoLeader. Bonjour, je suis Sonny Cormier, le directeur général de la Chambre de commerce des îles. Je suis également heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce rendez-vous, un rendez-vous où on va connaître des entreprises de la région qui ont un parcours et des pratiques éco-responsables, inspirantes et durables. Merci à ces entreprises de partager leurs démarches et leurs conseils et d'initier un mouvement vers de meilleures pratiques environnementales à l'échelle régionale. En jumelant l'expertise du CERMIM et la proximité des entreprises dont jouit la Chambre de commerce, nous pensons que les entreprises vont bénéficier au maximum du Fonds EcoLeader et du travail de l'agente. Merci à Mario C., notre invité d'honneur, pour sa présence aujourd'hui. Et merci surtout pour sa capacité de mettre en lumière la beauté de nos paysages, mais aussi sa fragilité et l'importance de nos milieux marins, que ce soit aux îles, en Gaspésie ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et surtout, merci à vous d'être assemblés ici à cet espace virtuel et de vous laisser inspirer par des initiatives d'ici. Se joindre aux Virages verts en tant qu'entreprise, c'est essentiel, rentable et moins compliqué que l'on pense. Profitez de la journée pour connecter avec les experts présents sur le territoire, pour discuter avec des entreprises du milieu et pourquoi pas, pour amorcer les premières étapes de votre démarche. Bon événement à tous. On poursuit avec la présentation du Fonds EcoLeader. Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds EcoLeader est un projet d'envergure coordonné par le Fonds québécois pour le développement durable en collaboration avec le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec. Son objectif? Rejoindre les entreprises québécoises pour les orienter et les soutenir dans l'implantation d'un large éventail de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Pour nous inspirer avec différents projets financés par le Fonds EcoLeader au Québec, on vous présente pour la toute première fois nos agents EcoLeader de la région qui cumulent tous les deux une grande expérience terrain. D'abord, on va parler avec Louis-Martin Pilote, agent EcoLeader de la Gaspésie. Petite bio pour Louis-Martin. Diplômé d'une maîtrise en géographie physique de l'UQAM, Louis-Martin a d'abord travaillé comme professionnel de recherche en écologie des milieux humides et comme chargé de projet au sein du regroupement des écoquartiers à Montréal. Et depuis plus d'1 an, il s'est installé en Gaspésie pour vivre à fond sa passion pour les sports de plein air avant de rejoindre l'équipe du CREGIM avec le mandat de soutenir les entreprises d'ici dans l'implantation de pratiques éco-responsables de technologies propres. Bonjour Louis-Martin. Bonjour Stéphanie, merci pour la belle introduction. Est-ce qu'on rejoint tout de suite Dominique? Oui. Alors, Dominique vient que l'on rejoint aux îles, qui est notre agente éco-leader du coin, qui détient une riche expérience professionnelle qui l'a amenée à assumer des mandats techniques et de gestion, tant au sein d'entreprises dont elle était propriétaire que pour le compte d'autres organisations. Et son mandat est d'orienter les gestionnaires de PME vers les ressources les plus adéquates pour favoriser la réalisation de leurs projets, notamment les sources de financement disponibles et les experts pouvant les accompagner. Bonjour Dominique. On ne vous entend pas, Dominique. Je pense que votre micro est en sourdine. Simplement activez le micro au bas de votre écran, probablement. Désolée. Oh, bonjour. Il arrive, aucun problème. Vraiment désolée. Alors, à vous la parole pour nous présenter le Fonds EcoLeader et certains projets spécialement inspirants de partout au Québec. Oui, mais je vais commencer par vous partager mon écran, ça va être un petit peu mieux. Donc voilà, est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Tu vois notre écran?
Je confirme, Louis Martin, on voyait très bien. Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. On peut poursuivre. Parfait. OK. Donc, encore une fois, merci Stéphanie pour la belle introduction. Donc, je me présente, moi c'est Louis-Martin Pilote, agent du Fonds Éco-Leader pour la Gaspésie. Je suis basé au CREGIM, donc le Conseil régional de l'environnement de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et je suis bien heureux de vous accueillir aujourd'hui en direct de Bonaventure, mais aussi des îles avec ma collègue Dominique Vien. Bonjour. Donc, sans plus attendre, le Fonds Éco-Leader, c'est quoi? Oui, En fait, c'est un programme. Votre écran, pardon, pour qu'on puisse le voir à nouveau, s'il vous plaît. Ah, excusez. Ben... On est tous en apprentissage. Oui. Donc voilà, est-ce que c'est mieux? Voilà, oui. Ah, super. Parfaitement. Et voilà, la magie des conférences en ligne. On va devenir meilleur d'ici la fin de la présentation. Donc, voilà, moi c'est Louis-Martin Pilote, ma collègue Dominique Vien. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On va vous présenter aujourd'hui un peu c'est quoi le Fonds Éco-Leader, qu'est-ce que ça peut, comment on peut venir en aide pour les entreprises de la Gaspésie et des îles, comment on peut vous accompagner pour financer vos projets en développement durable. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires pendant la présentation, n'hésitez pas, écrivez-les dans le chat sur le côté. Donc, on a toute une équipe ici en train de travailler pour prendre en note vos questions. Donc, ça va nous faire plaisir d'y répondre à la suite de la rencontre. Sinon, on vous invite bien évidemment à venir nous jaser, venir nous rencontrer en après-midi. Donc, moi et Dominique, on va être là, on va être présent pour faire un peu de réseautage, pour justement prendre contact avec vous et voir un peu comment on peut venir vous aider, vous et vos entreprises. Donc, le Fonds Éco-Leader, c'est quoi ça? En gros, c'est une initiative, donc c'est un programme lancé par le gouvernement du Québec en 2019, donc ça fait quasiment 2 ans. L'objectif, c'est d'accompagner 50 000 entreprises d'ici, donc c'est à peu près 20% des entreprises du Québec. Et on veut les accompagner dans quoi? Dans l'implantation de pratiques d'affaires éco-responsables et des technologies propres. Donc, c'est un programme qui va être actif jusqu'en 2023. Donc, il reste quand même du temps pour appliquer. Donc, vous invite quand même à vous dépêcher. Donc, c'est un programme soutenu, oui, on l'a dit, par le gouvernement du Québec, mais aussi par le Fonds d'action québécois du développement durable, le Centre québécois de développement durable et Écotech Québec. Donc, nous autres, c'est vraiment un fonds qui s'adresse à tout type d'entreprises, qu'elles soient actives depuis plusieurs années ou même les entreprises en démarrage qui viennent juste de se lancer en affaires. On vise aussi les organismes d'économie sociale, donc ça inclut les OBNL, les coops. Donc, c'est vraiment très vaste. Aussi, on ne se limite pas vraiment à un secteur d'activité en tant que tel. Donc, on a des programmes de financement qui peuvent être avantageux pour des entreprises de tous les secteurs différents. Donc, que vous soyez dans le secteur, je pense, de la foresterie, des pêches, du commerce de détail, des services, peu importe. Il y a souvent des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres qu'on peut vous aider à financer et vous aider à les appliquer dans vos entreprises respectives. Donc, vous vous en doutez un peu, le Fonds Éco-Leader, ça vise à promouvoir le développement durable auprès des entreprises d'ici. Donc, tout le monde sait un peu c'est quoi le développement durable. On a tous déjà vu cette belle image-là. C'est un peu l'équilibre entre l'écologie, le côté social et l'économie. Mais il faut vraiment que ça dépasse un peu le stade des concepts. Faut vraiment, on n'est plus rendu à ces concepts-là. Il faut vraiment, en fait, faut vraiment passer à l'action maintenant. Parce qu'on en parle depuis 30 ans, développement durable, c'est beau, mais en fait, d'en parler, c'est bien, mais il faut vraiment, faut vraiment prendre l'action. C'est ça qui va faire une différence. Donc, un peu plus tôt, il y avait Mario Seul qui nous parlait des conséquences déjà qu'on voit aux îles de la Madeleine du réchauffement climatique sur l'élévation du niveau de la mer, sur l'érosion. Donc, c'est pas juste les changements climatiques, l'impact de l'homme sur notre environnement, ça n'a pas juste des répercussions ailleurs sur la planète, au Bangladesh, aux îles Moukmouk ou dans des pays qu'on est un peu loin déconnectés. Ça a vraiment des impacts concrets ici chez nous, aux îles, en Gaspésie, partout au Québec. Donc, c'est là vraiment la nécessité de prendre action. Puis si personne ne le fait, ben, il va rien qui va se passer. Donc, ça a vraiment des développements durables où ça a des avantages vraiment concrets sur l'environnement. Ça a des avantages aussi économiques pour les entreprises. Donc, on se rend compte que souvent, c'est rentable d'investir un petit peu pour, par exemple, adopter des nouvelles technologies propres, donc qui vont être rentabilisées au-delà dans quelques années, oui, mais au final, c'est toujours bon
d'investir un peu là-dedans, surtout pour remplacer des technologies plus anciennes, plus polluantes, qui, par exemple, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. Donc, faut vraiment se tourner vers l'avenir. Ensuite, aussi, autre avantage économique, les mœurs, les pensées de la population évoluent, évidemment. Donc, c'est pareil pour la clientèle. Donc, souvent, la clientèle va avoir des attentes au niveau du respect de l'environnement. Donc, c'est avantageux, en fait, pour les entreprises d'adopter des telles pratiques parce que la clientèle va se reconnaître en telle. Donc, la clientèle cherche souvent des valeurs qui vont être partagées par l'entreprise, donc surtout au niveau de l'éco-responsabilité. C'est un peu pareil au niveau du personnel. Donc, un employé qui va travailler dans une entreprise auquel il va partager les valeurs, souvent, il va vouloir rester plus longtemps, il va se sentir impliqué. Vraiment, ça va pouvoir le valoriser. Et finalement aussi, il y a de plus en plus de normes qui sont attendues par différents partenaires avec lesquels on peut faire affaire pour ce qui est, entre autres, de l'approvisionnement, surtout de nos matières premières. Donc, je pense, entre autres, à la norme FSC, donc qui est une norme quand même bien connue dans le domaine forestier, qui certifie que le bois, surtout le bois d'œuvre, le bois de pâte à papier qu'on utilise, en fait, il provient de forêts certifiées durables. Donc, ça, c'est un exemple de norme attendue par Donc, deux outils principaux mis de l'avant par le Fonds Co-Leader. On a un agent par région qui est là pour vous aider. Dominique va en parler dans pas bien longtemps. Et aussi, on a une enveloppe financière de 18,5 millions pour financer les projets d'acquisition de pratiques d'affaires co-responsables et de technologies propres des entreprises d'ici. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à ma collègue Dominique. Merci, Louis-Martin. Désolé. Ici aussi, on a des petits apprentissages au niveau de la technique. Donc, contacter un agent, c'est se connecter à un réseau de partenaires qui se consacre à la croissance des technologies propres et des pratiques d'affaires éco-responsables. On peut changer la diapositive. Vous avez une idée, vous avez des questions. Nous sommes à votre écoute, absolument. On est sensible à vos valeurs et à votre vision de l'avenir. Donc, nous sommes prêts à mettre l'épaule à la roue. Nos outils personnels, autant Louis-Martin que moi-même, sont la créativité, l'éthique, la résilience, aimer relever des défis et réussir. Donc, on change de diapositive. Quand on entend parler des changements climatiques en tant qu'individu, on peut sentir que la tâche est trop grande. Mais en tant qu'entreprise, on peut faire vraiment une différence si on s'engage en gestion environnementale. On fait une différence au niveau de la qualité de vie, des partenaires avec qui on fait affaire, de nos employés, de leur famille, puis ultimement de la nôtre. Donc, qu'on parle d'économie circulaire ou de réduction des GES, n'importe quel projet ayant des retombées positives en environnement, le Fonds Éco-Leader peut vous soutenir avec la myriade d'experts dont le fonds possède, là, autant pour les pratiques d'affaires éco-responsables que les technologies propres. Donc, on a parlé un peu du rôle des agents, comment on est là pour vous aider, mais souvent, qu'est-ce qui va convaincre les propriétaires d'entreprises d'embarquer avec le Fonds Co-Leader, c'est le financement, c'est quand on parle d'argent. Donc, nous autres, on est un peu les Pères Noël du Fonds Co-Leader qui distribuent des subventions. Donc, ça, c'est l'expression à Dominique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, en fait, nous autres, ça, on prête pas d'argent, on subventionne vos projets d'accompagnement, donc jusqu'à 50%. Donc, cet argent-là qu'on vous donne, en fait, à quoi ça sert concrètement? Ça sert à engager des experts en développement durable qui, eux, vont vous accompagner à aller chercher les meilleures pratiques d'affaires co-responsables ou les meilleures technologies propres pour vos entreprises. Donc, ça va vraiment venir financer une expertise pour vous accompagner tout au long de ce processus-là. Donc, par exemple, l'argent qu'on donne ne va pas nécessairement servir à acheter directement des panneaux solaires, mais ça va venir financer l'expertise qui, lui, en fait, l'expert qui va venir vous dire un peu c'est quoi le meilleur plan d'action à suivre ou la meilleure façon de mettre en place ces panneaux solaires-là pour remplacer des technologies plus anciennes ou plus polluantes. Donc, je vous donne un petit peu un exemple d'un montage financier typique. Donc, je viens de le dire, donc 50% d'un projet peut être financé par le Fonds Co-Leader, donc la moitié. À 50%, on peut racheter un 25% de contribution publique extérieure. Donc, déjà, on peut monter jusqu'à 75% du projet.
Et par contre, on demande quand même un minimum 25% de contribution de l'entreprise en tant que telle, de contribution de sa part. Donc, c'est ça. Ensuite, ça, c'est pour le montage financier. Donc, il y a deux grands types de projets qu'on peut aller financer. Je vous l'ai déjà dit rapidement, il y a les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres. Chaque projet un peu est divisé par catégorie. Donc, chaque catégorie, si vous l'atteignez, en fait, vous pouvez aller chercher un financement supplémentaire. Donc, par exemple, pour les pratiques d'affaires éco-responsables, chaque catégorie peut se cumuler, ça fait 10 000 maximum de plus, jusqu'à aller atteindre 30 000 pour une entreprise pour financer justement l'expertise dans ce domaine-là. Pour ce qui est des technologies propres, on peut aller chercher jusqu'à 50 000 donc ça devient quand même intéressant pour des gros projets d'acquisition de technologies propres genre pour une entreprise. Donc, c'est quand même des montants assez intéressants. Et comme par exemple, si je reviens à la pratique d'affaires co-responsables, donc la première catégorie, ça va être vraiment réaliser un peu une étude, un peu une cartographie de voir un peu c'est quoi vos besoins. Ensuite, la deuxième catégorie, ça serait d'élaborer un plan d'action concret pour vraiment savoir comment on va mettre ça en place. Et finalement, la troisième, ça serait de vous accompagner jusqu'à temps que vous les implantiez dans votre entreprise. Donc, c'est quand même des montants intéressants. Mentionner qu'on ne peut pas faire des projets à la fois sur des pratiques éco-responsables et des technologies propres, c'est vraiment un ou l'autre. Ensuite, ça, c'est les montants qu'on peut aller atteindre, on peut aller chercher si c'est une seule entreprise qui fait une demande. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire aussi des demandes par cohorte. Donc là, on a plusieurs entreprises qui se rejoignent entre elles, donc qui vont faire une demande auprès du Fonds Co-Leader et qui vont aller chercher l'expertise d'un même expert en développement durable. Donc ça, l'avantage, c'est de faire des économies d'échelle. Donc, ça va coûter moins cher au final à l'entreprise pour avoir justement aller chercher cette expertise-là, pardonnez-moi. Donc, ça devient quand même assez avantageux. Ensuite, là, je vais laisser Dominique présenter quelques cas d'exemples de pratiques d'affaires co-responsables qui ont été justement appliquées par le Fonds Co-Leader au Québec et qui pourraient être financés par le Fonds Co-Leader. Ouais. Je vais commencer par vous dire qu'une pratique d'affaires éco-responsable, c'est une manière de gérer différemment votre entreprise. Ça prend en même temps générer des profits et en même temps économiser les ressources. Puis je pense qu'on comprend bien là. Et puis s'assurer aussi, on l'oublie souvent, de s'assurer du bien-être de nos employés. C'est quand même là une chaîne là, de trois. Il y a 3 points là à soulever là-dessus. Donc les PAE, ce que j'appelle communément les PAE. C'est une merveilleuse occasion de mettre de l'avant vos nouvelles idées d'écologie, de gestion écologique, pardon. En plus, la majorité des études démontrent que c'est rentable financièrement et puis que ce soit pour connaître la situation réelle de votre entreprise ou pour trouver le maillon faible ou comment l'améliorer, les outils qui sont mis de l'avant par les experts, là, ça va vous amener plus loin. C'est vraiment un bon travail d'équipe qui se fait là à ce niveau-là. Donc, si tu veux prendre le premier exemple, Oui. excuse-moi, Ouais. c'est pardon, c'est le résultat, là, ce que vous voyez, là, c'est les résultats après 1 an là, du club de golf de Sainte-Foy. En acceptant de libérer un petit coin du terrain de golf, puis en demandant à leur émondeur de venir porter les résidus à cet endroit-là, le club de golf s'est fait lui-même son propre compost et puis à partir de ce moment-là, il n'a plus eu besoin d'aller acheter du compost à l'extérieur, d'un. Et puis l'émondeur qui a accepté de travailler avec lui, il a économisé le temps et les ressources nécessaires pour ne plus avoir besoin de se rendre jusqu'au centre de gestion des matières résiduelles. Donc, ils ont fait d'une pierre deux coups, là, vraiment un beau projet. Je vais prendre un petit peu d'eau. Pardon. Pour le groupe Gibault, c'est une entreprise de Saint-Pascal qui a valorisé ses rejets de mousse de polyuréthane. Donc, en s'assurant de retourner, on parle,
de 35 kg par année là, de rejet de mousse de polyuréthane en prenant le temps de les remettre dans le camion du fournisseur. Le fournisseur qui arrive de Montréal avec les nouvelles mousses repart vers Montréal avec les résiduels de mousse de l'usine, de la transformation. Et comme ça, il s'assure d'économiser un bon montant. Et de plus, le fait de prendre le même transport pour retourner en ville, ben, ça occasionne aucune émission de gaz à effet de serre. Donc, c'est encore un autre beau projet. Et puis, pour l'intégration des KTRV, c'est l'échoppe de fromage. C'est à Saint-Hubert, en banlieue de Montréal. Eux autres, ils utilisent les résiduels de leur première cuisine pour les valoriser et refaire de nouvelles recettes avec. Donc, ils diminuent de beaucoup les achats des nouvelles matières. Puis, en même temps, ils ont décidé de se fournir en matériel, de matière en vrac. Donc, à ce moment-là, ils ont économisé beaucoup sur les emballages plastiques. Ça a l'air drôle à dire, là, mais c'est 50% de moins d'emballages plastiques dont ils sont responsables, en fait. Et puis, par la même occasion, ça leur a permis d'économiser jusqu'à 75% du montant que ça leur coûtait là, pour transporter ces mêmes emballages plastiques-là. Donc, encore une fois, une superbe, de bel exemple qu'on peut mettre de l'avant, puis que c'est quand même pas si compliqué. Là. Donc, à toi la parole. Ben, merci Dominique. Donc maintenant, on va voir quelques exemples de technologies propres qui ont été appliquées concrètement également dans des entreprises de partout au Québec. Donc, quand on parle de technologie propre, vraiment, en fait, le Fonds EcoLeader va venir financer les études de faisabilité ou de rentabilité pour ce qui est éventuellement de l'implantation de technologies propres. On va venir aussi financer la réalisation de plans d'action concrets qui vont avoir comme finalité aussi l'acquisition de technologies propres. Donc, quand on parle de technologie propre ou de TP, comme on peut appeler dans le domaine, ça peut être par exemple des bâtiments éco-responsables ou éco-énergétiques. Donc, on connaît tous un peu la certification LEED pour ces bâtiments-là. Ça peut être aussi l'installation de panneaux solaires ou d'une chaudière à biomasse résiduelle, donc qui vont venir remplacer par exemple, du chauffage à base de diesel ou d'huile. Donc, ça va être des sources d'approvisionnement en énergie plus éco-responsables, moins polluantes, plus durables, qui vont nécessiter un petit peu d'investissement au départ, c'est sûr. Mais nous autres, on est là justement pour vous backer là-dedans, pour vous soutenir. Donc, premier exemple, on a la bergerie du Faubourg, dans le coin de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Donc, eux autres, il y avait besoin, en fait, d'une génératrice à diesel pour leurs besoins d'énergie. Mais en fait, au lieu de faire ça, comme c'est traditionnellement fait dans le domaine, en fait, ils ont préféré installer une mini-centrale qui fonctionne à la base d'énergie renouvelable, donc à partir de panneaux solaires, d'éoliennes. Donc, l'énergie, à ce moment-là, est stockée dans des systèmes de stockage pour justement répondre à leurs besoins. Donc, ça, concrètement, ça leur fait quoi? Ça leur fait des économies en consommation de carburant, d'huile, de diesel. Donc, si on consomme moins de diesel, bien évidemment, on produit moins de gaz à effet de serre, de GES. Ensuite, vu qu'ils sont peu autonomes, vu qu'ils fonctionnent à l'énergie solaire et à l'éolien, bien là, ça réduit directement leurs frais d'électricité. Ça a demandé évidemment un petit investissement au début, mais ça a été rentabilisé en 3 ans. Donc, c'est quand même court là, en termes de délai. On a un deuxième exemple, encore un peu dans le même domaine de l'agroalimentaire. On a la laiterie de Charlevoix dans le coin de Baie-Saint-Paul. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec les fromageries, c'est que dans le processus, quand on fait du fromage, en fait, il y a toujours un résidu laitier qu'on appelle le lactosérum qui reste de la transformation. C'est comme une espèce de liquide un peu verdâtre qui est riche en protéines, qui est super nutritif, mais il n'y a pas vraiment en tout cas, il y a peu de débouchés pour ça. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Au lieu de payer pour s'en débarrasser, en fait, ils l'ont valorisé, ils en ont fait une ressource, ils ont réussi à le biométhaniser, donc pour en faire de l'énergie avec la production de méthane. Donc là, tu prends ton déchet, tu t'en fais une énergie renouvelable que tu produis tout le temps parce que tu fais du fromage de toute façon, puis ça t'en fait une énergie pour assurer tes besoins. Donc, c'est quand même assez rentable. Donc là, évidemment, là, tu réduis drastiquement ta consommation en huile par année. Tu réduis ta consommation de diesel pour le transport parce que là, ce lactosérum-là, pour s'en débarrasser, il fallait payer pour le transport, pour l'envoyer ailleurs. Donc ça, déjà, ben, tu n'as plus besoin de payer pour ça parce que tu le traites sur place. Ensuite, ben là, ça produit du gaz naturel parce que tu fais de la biométhanisation, donc ça crée une ressource.
Ensuite, évidemment, bon, tu diminues ta consommation d'huile, de diesel, donc ça réduit tes émissions de gaz à effet de serre, encore une fois. Donc, c'est vraiment comme plein d'avantages qu'on peut aller chercher en termes de valorisation justement d'une matière résiduelle comme ça qui, normalement, était vue comme un peu sans valeur. Là. Donc, c'est quand même des projets intéressants. Et un troisième projet, on a le domaine des Cascades en Montérégie, juste au sud de Montréal. En fait, c'est un bâtiment de 8 étages qui abrite 80 logements avec des personnes retraitées à l'intérieur. Donc, eux, ils ont choisi de se chauffer à 100% par la géothermie. Donc, la géothermie, vraiment, comme ils ont un système implanté dans le sous-sol, sous le bâtiment, donc qui assure le chauffage et la climatisation de l'immeuble au complet. Donc, ça fait qu'ils sont complètement autonomes niveau énergie. Donc, ça fait vraiment, c'est un investissement majeur quand même à la base, mais au final, ensuite, ils sont autonomes niveau énergie, ce qui est quand même super intéressant. Ça fait évidemment des économies au niveau de chauffage de l'électricité à chaque année. Donc, ça, c'est quand même super intéressant comme projet aussi. Là. Quand on parlait un peu de bâtiments un peu plus éco-responsables ou éco-énergétiques, ça peut être un exemple. Là. Donc, pour faire un résumé, il y a 18,5 millions excusez-moi, il y avait 18,5 millions de dollars disponibles à la fin de 2019. Aujourd'hui, un an et demi plus tard, on parle de 12,5 millions. Il y a 600 entreprises au Québec qui se sont prévalues des services du Fonds Éco-Leader, autant en PAE qu'en technologie propre. Donc, nous avons les subventions, on a les experts, on a les outils, alors il ne manque plus que vous. Un bon speech, j'aime ça. Non, mais c'est ça, il reste encore beaucoup d'argent, oui, beaucoup de financement. Donc, vraiment, on est là pour vous autres. Donc, n'hésitez pas. Je te laisse continuer aussi, Dominique. Ben, écoutez, si vous voulez vous inscrire, là, c'est la diapositive suivante. Là, vous allez sur le Fonds Éco-Leader, vous allez là, à outils d'éco-orientation et puis vous nous envoyez un message là, avec vos idées. On reçoit ça et puis ensuite de ça, on se contacte et puis on met ça en branle. Là. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ben, c'est aussi par ces numéros de téléphone-là aussi. Oui, le mieux, c'est vraiment de nous rejoindre directement. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Nous autres, on est là pour vous. On est là pour aider les entreprises de la Gaspésie et les îles. N'oubliez pas, on a un peu des Pères Noël. Donc, on est là pour donner de l'argent du Fonds Éco-Leader. Si jamais ça arrive que vous n'êtes pas admissible au Fonds Éco-Leader, nous autres, on est là. On est un peu des agents de mariage. Donc, on peut vous aider à trouver d'autres sources de financement qui viennent d'ailleurs, d'autres programmes. Donc, aussi, on est quand même bien plugué, excusez-moi l'anglicisme, avec les MRC, les SADC, tous les organismes de développement économique. Donc, on est vraiment des agents de soutien à 100% impliqués pour vous autres. Donc, en fait, c'est déjà la fin de notre présentation. Un gros merci à nos partenaires, au CREGIM, au CERMIM et à la Chambre de commerce des îles, sans qui ça n'aurait pas été réalisable. On vous invite chaleureusement à rester des nôtres parce que juste après, il va y avoir des belles vidéos d'exemples d'entreprises éco-responsables de la Gaspésie des îles avec plusieurs panélistes invités. Cet après-midi, on a un super atelier animé par le CIRAD pour un peu vous aider à identifier vos besoins en termes de développement durable. Et on a à 2h30, si je ne me trompe pas, quoique là, c'est peut-être un peu décalé avec l'horaire, on a un atelier de réseautage. Donc, on va être là pour vous jaser directement, moi et Dominique. Donc, ça va nous faire un gros plaisir de venir vous rencontrer. Absolument. Une belle journée à tout le monde. Bonne journée. Louis-Martin Pilote, Dominique Vien, merci infiniment à vous deux de cette présentation détaillée. C'est le moment de vous présenter le panel Inspiration. Comme plusieurs entreprises de la Gaspésie et des îles de la Madeleine ont déjà amorcé ou adopté une démarche de développement durable, les rendez-vous vous proposent non pas un, mais bien 2 panels de discussion qui rallient 7 entreprises de la région pour mettre en lumière leurs bonnes pratiques. Chaque panel débutera avec le visionnement d'une courte vidéo présentant les panélistes et leurs bons coups entrepreneuriaux. Le premier panel réunit Exploramer, le fumoir artisanal Indian Bay, la crevette du Nord Atlantique ainsi que la ferme avicole Bourgeois-Dumont, entreprises du secteur agroalimentaire et de la pêche qui partagent des valeurs communes quant à l'approvisionnement responsable et la gestion durable de leurs ressources, en plus d'avoir su développer des projets inspirants quant à la valorisation des déchets ou de leurs dérivés de production. Et d'ailleurs, on aimerait que vous notiez que dès maintenant, vous pouvez adresser vos questions aux panélistes en utilisant l'espace de discussion chat et il me fera plaisir de les relayer à qui de droit. Les voici tout de suite en portrait.
Bonjour, je m'appelle Stéphane Morissette, je suis directeur qualité à la crevette du Nord-Atlantique. On fait partie de l'industrie des pêches de la crevette du Golfe. C'est une pêcherie qui est certifiée MSC. Donc, c'est une certification qui garantit une pêche durable. Puis ensuite, c'est surtout toute la traçabilité du produit de l'approvisionnement jusqu'à la vente. Ici, on est dans l'usine des poudres marines du Saint-Laurent. Ici, on récupère les résidus qui autrefois étaient jetés au dépotoir. Donc, on est parti de cette matière-là, puis on a fait une valorisation, mais on a fait une valorisation avec un produit de grade alimentaire de crevettes qui est vendu en vrac, surtout en Europe. La poudre de carapace, je pense que c'est un bon exemple où il y avait un coût important d'enfouissement. Ça coûtait au-dessus de 200 000 par année de coût d'enfouissement. Puis on part de ce coût-là, puis on finit par faire un bénéfice avec ça. Oui, il y a eu beaucoup d'investissements, mais oui, à la fin, ça fonctionne. Ensuite de ça, il y a tout l'aspect du recyclage. On a une autre usine qui est arrivée au Renard où on va faire le réemballage ciblé selon le client. Donc, on fait de l'emballage sur mesure qui va sur les marchés, dans les grandes chaînes ou des fois aussi en vrac. Mais tout ça, ça générait quand même assez d'emballage intermédiaire, donc des boîtes de carton ou des sacs de plastique. Puis depuis l'an dernier, on a trouvé une façon aussi avec la régie intermunicipale là, ici pour récupérer tous les sacs de plastique qu'on utilise là-bas aussi. Présentement, certains de nos produits sont emballés dans des sacs qui sont recyclables. D'autres produits qui sont emballés dans des sacs qui sont non recyclables. Puis c'est souvent parce que il n'y a pas d'équivalent aux normes alimentaires. Ou avec les technologies d'emballage qu'on a, des fois, les fermetures, tout ça, c'est des sacs qui sont polylaminés. Puis quand c'est polylaminé, bien là, tu as du nylon, du polypropylène, tu as différents plastiques, donc ça se sépare pas. Donc là, on regarde vraiment la façon de passer à un emballage qui serait 100% recyclable. Là, parce qu'on pense que on n'a pas le choix de passer à travers ça dans un avenir assez proche. Bonjour, je me présente Paul Casey, actionnaire des fumoirs Indian Bay. Notre principale activité d'opération est le fumage de saumon, du saumon de l'Atlantique frais, qui est fumé à chaque semaine. Et présentement, on a agrandi notre secteur d'activité, puis on fait des mets réparés avec tous nos retails de saumon fumé, comme la mousse de saumon fumé, les fondus parmesan de saumon fumé, pour récupérer les pertes qu'on avait les premières années. Le saumon d'élevage est produit dans les compagnies d'élevage du Nouveau-Brunswick. On a commencé à faire la récupération des bacs de styrofoam parce que tous les poissons sont mis dans des bacs de styrofoam qu'on réutilise à chaque fois. Puis les commerçants sont beaucoup participants là-dessus, participent avec nous à 100%, puis quand on arrive, ils nous ordonnent nos bacs de la semaine d'avant. Fait que c'est toujours une rotation, fait qu'on n'a plus besoin de l'acheter et de les jeter, on récupère le styromousse. Pour ce qui est de récupération, présentement, il y a des organismes locaux qui viennent ramasser tous nos pots puis les débits de poissons pour faire des tests avec. On prend de la vaisselle lavable ou récupérable à 100%. À ce temps, il n'y a plus de plastique qui rentre ici dans l'usine pour les soupers de réception. Mais nous, Indian Bay, on s'aperçoit beaucoup que les gens, oui, si on prend 50 000 plats à 10 cents du poids de plus, ça fait un bon montant. Mais les gens sont conscients, puis quand ils viennent acheter, même si c'est 10 cents de plus, la question revient, ça fait que de plus en plus, les gens sont partis du côté vert. Donc, Sandra Gauthier, directrice générale d'Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie. Bien, en fait, en 2003, quand Explorama, qui était un centre d'interprétation sur les merveilles de la Gaspésie, a fermé ses portes, le comité de relance a décidé à l'époque de faire un grand virage sur les sciences océanographiques et la biodiversité marine du Saint-Laurent. Donc, depuis 2004, toute notre attention, toute notre mission, notre mandat est tourné sur l'écologie du Saint-Laurent, l'habitat, la biodiversité et toutes les sciences qui entourent ces éléments-là. Partout sur la planète, en fait,
il y a des initiatives pour promouvoir les espèces issues des pêcheries durables. Donc, on s'est rendu compte en 2008, avant de lancer Fourchette Bleue, que nous, ici, ce qu'on voulait, c'est focusser sur un seul plan d'eau qui est le Saint-Laurent, qui est notre garde-manger de proximité. La valorisation de la pêche, c'est valoriser tout le Québec maritime aussi. On s'est rendu compte depuis les 11 années maintenant que Fourchette Bleue existe, qu'on a commencé à voir des changements de consommation chez les Québécois. Donc, les Montréalais ne mangeaient pas de gourgou il y a 10 ans maintenant. Ils commencent à acheter ces produits-là à Montréal. On en voit dans les poissonneries là-bas, ce qu'on ne voyait pas avant. La macre de Stimson, la Beaudroie d'Amérique, la Beaudroie, on ne mangeait pas ça, même en Gaspésie à l'époque, parce que c'est un poisson qui est laid, qui a une sale gueule. Sauf que ce poisson-là, exactement le même en Europe, qu'on appelle la lotte, est vendu à grands frais parce que c'est un poisson haut de gamme. Donc, on est en train de se rendre compte ici, et puis les pêcheurs nous le disent. Maintenant, dès que j'ai une Beaudroie dans mes filets, je la garde parce que je le sais que maintenant, il va y avoir une valeur commerciale. Je vais pouvoir la vendre en arrivant au quai. Et donc, j'ai pas besoin de la rejeter à l'eau. J'ai pas perdu de temps, j'ai pas perdu d'argent. Et en plus, ça fait découvrir cette nouvelle espèce-là. Les Québécois, comme partout sur la planète, sont de plus en plus végétariens, sont de plus en plus véganes. Donc, les algues, c'est des aliments marins qui répondent tout à fait aux besoins de ces gens-là. C'est des légumes de la mer. Et économiquement, c'est aussi très précieux pour nos communautés qui commencent à voir l'amplitude que ce marché-là peut prendre aussi. On se rend compte que la science, c'est un sujet très porteur. Les gens veulent se faire parler de l'environnement, veulent se faire parler de l'écosystème du Saint-Laurent, qui est unique d'un point de vue de la biodiversité, unique au monde. Et puis, notre bateau qui était rendu trop petit pour nos besoins, va être remplacé cet été par un nouveau navire qui va être plus écologique. Donc, on parle de moins de consommation de carburant, on parle d'alimentation électrique avec des panneaux solaires, entre autres choses, et qui va être mieux adapté aussi à nos activités à vocation scientifique et éducative. Donc, dans la cale du navire, il va y avoir un laboratoire scientifique où les gens vont pouvoir approfondir les connaissances. Donc, vont pouvoir regarder, par exemple, le plancton au microscope. Ils vont pouvoir voir l'évolution de la température de l'eau. On va pouvoir voir la force des courants marins, la salinité. Donc, plusieurs données comme ça, physico-chimiques. Quand on le comprend mieux, on le protège mieux. Donc, toute cette éducation-là n'est pas banale. Je m'appelle Jeanne Bourgeois. Je suis copropriétaire de la ferme avicole Bourgeois-Dumont aux îles de la Madeleine. La ferme avicole fournit les œufs de consommation à toute la population aux îles de la Madeleine depuis 38 ans. Quand on est en agriculture avec une ferme, on peut que s'intéresser à l'environnement qui nous entoure. Puis on vit aux îles de la Madeleine, donc l'environnement local, l'environnement des îles de la Madeleine est super important pour nous. À notre ferme, au départ, on produisait des fumiers liquides. On avait une grosse problématique pour les épandages des fumiers sur le territoire des îles. On est entouré d'eau. Donc, on a réfléchi à comment régler notre problématique. Puis, à force d'avoir regardé ce qui se faisait ailleurs au Québec, on a trouvé la recette qu'on voulait. Donc, on fait de l'auto-compostage. Et on s'est rendu compte qu'en récupérant la chaleur des poules, parce que 10 000 poules, ça chauffe tout seul. L'été, ça surchauffe. Alors, toute cette chaleur-là, normalement, a été évacuée, était perdue. Nous, on la récupère, on la filtre, parce qu'il y a quand même un peu de poussière dans les poules, et on la repousse directement sur les fumiers pour sécher nos fumiers au pourcentage qu'on a besoin pour qu'ils s'autocompostent tout seul. Donc, cette chaleur-là est gratuite. Elle est juste repoussée, c'est la même chaleur. Chez nous, 10 000 poules, on est une vraie très, très petite ferme. Donc, il a fallu que mon chum, qui est un peu homme à tout faire, modifie des équipements. Et je me souviens que pour l'environnement, le nom de ministère, que l'autocompostage, pour eux, n'existait pas dans leur cahier, dans leurs mots, et ça n'existait pas.
Puis j'avais expliqué à la dame qui m'avait appelé, en réalité, sur le terrain, ça existe. Fait que peut-être si dans votre cahier, il n'y a pas le mot autocompostage, peut-être juste de le rajouter tout simplement. Elle n'avait pas vraiment aimé ma remarque, mais 2 semaines après, elle m'a appelé pour me dire que c'était accepté. Cet engrais-là, les fumiers sont auto-compostés, donc retournés pendant une 50aine de jours, tout ça. Et ça devient un engrais qui est incubé, c'est-à-dire mis en petites granules et mis en sachet, en sac, vendu localement. Et à 80%, par contre, c'est vendu à l'île du Prince-Édouard pour des gros maraîchers biologiques. Puis eux, c'est en vrac. C'est le même transport qu'on va chercher notre moulé à l'île du Prince-Édouard, qui est utilisé pour le rentabiliser. On partait le camion vide, là, on part le camion plein d'engrais, puis on revient le camion plein de moulés. Alors, on a rentabilisé notre transport comme ça. Il faut dire que c'est des produits chimiques que les gens n'utilisent plus. Donc, je suis convaincue qu'il y a déjà plusieurs gros camions de produits chimiques qui n'ont plus besoin de rentrer aux îles parce que les gens utilisent de plus en plus notre engrais 100% naturel. Ça a été tout un défi de mettre ça en branle, de monter le projet. Mais ensuite, ça facilite notre travail, mais grandement. Il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de problèmes de pathogènes. Alors, même la vie des employés, la vie de la ferme, la vie des poules est améliorée à cause de tout ce projet-là. Nous, on est vraiment gagnants sur tous les points. Je pense que l'éco-responsabilité aussi, surtout pour nous qui est dans le domaine alimentaire, ça devient une exigence. Les clients, ils vont finir par dire « Nous, on n'achète plus cette crevette-là, elle n'est pas dans un sac recyclable. » Donc, je pense qu'en l'an 2021, qu'on est rendu que l'environnement, c'est primordial. C'est plus une question on essaye tout. Il faut que tout le monde y mette la main à la pâte. Pour se rendre plus éco-responsable pour les années qui s'en viennent aussi. C'est vraiment une richesse collective qu'on a aux îles d'avoir une ferme avicole locale. Nos œufs du matin sont pondus le matin, sont classés le matin, sont rendus dans les épiceries l'après-midi. Alors, c'est des œufs frais du jour. C'est le seul endroit dans tout le Canada où il y a le circuit court, aussi court que ça. Ça n'existe plus ailleurs. On est passé d'un chiffre d'affaires de 500 000 à 1,2 million et demi. Tout ça en augmentant nos revenus autonomes et tout ça en étant de plus en plus éco-responsable, en réduisant le plus possible notre empreinte écologique et en développant un programme qui permet à l'ensemble des restaurants, des poissonneries et une bonne partie des pêcheries de se rendre plus éco-responsables aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui nous coûte cher, c'est quelque chose qui peut nous permettre de nous élever. Puis je pense que l'expérience d'Exploramer le démontre très bien. Alors, si on peut être un modèle pour d'autres entreprises qui voudraient prendre leur virage vert, qui voudraient faire un pas de plus pour protéger l'environnement, tant mieux. Parce que, en quelque part, dans nos vies, on est tous des modèles pour quelqu'un. Même nos entreprises peuvent être des modèles pour d'autres. Très heureuse, tout comme vous, très probablement, de découvrir des pratiques éco-responsables d'entreprises d'ici, trop peu connues jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que les panels sont une occasion de discuter, d'échanger avec vous, gens du public. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les regardera au fur et à mesure et fera en sorte de les poser à qui de droit. Alors, j'aimerais inviter nos panélistes à se présenter. Sandra Gauthier, directrice générale du Musée scientifique Exploramer, est avec nous, ainsi que Cassandra Arsenault du fumoir artisanal Indian Bay, Stéphane Morissette, directeur de la qualité chez la Crevette du Nord Atlantique, ainsi que Jeanne Bourgeois, copropriétaire de la ferme avicole Bourgeois-Dumont. Bonjour à vous quatre. Bonjour. bonjour. On vous a entendu brièvement nous parler de cela au cours de la capsule, mais la question qui tue, est-ce que c'est véritablement viable, rentable économiquement que de faire le développement durable? J'aimerais vous entendre là-dessus. Stéphane? Oui. Oui, je pense que nous, tous les projets qui ont visé l'éco-responsabilité
ont été rentables, que ce soit les projets de valorisation des résidus, que ce soit les projets de recyclage, ça amène une diminution des coûts toujours. Donc, oui. La réponse, c'est sûr que c'est oui. Quelqu'un veut rebondir? Ben pour nous, à la ferme, pardon. Pour nous, à la ferme, avant nos fumiers, c'était une perte. On devait les donner à des agriculteurs qui faisaient leur propre épandage. Maintenant, nos engrais sont vendus en totalité. Alors, c'est sûr que il y a une grosse différence de rentabilité. Dans notre chiffre d'affaires qu'on avait monté, dans l'étude économique qu'on avait montée, à l'époque, on voyait sur une vingtaine d'années qu'on réussissait complètement à rembourser et à rentabiliser toute cette partie-là. Et c'est beaucoup mieux pour l'environnement également aux îles. Absolument, absolument. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure un peu plus tôt avec Mario Cyr. Jeanne, peut-être que le fait d'être insulaire vous conscientise encore davantage à l'importance de faire du développement durable. Est-ce que ça vous met même une certaine pression, vous pensez? Probablement. Moi, j'aime pas le voir comme pression, j'aime le voir comme participation. Moi, je me sens participative à l'environnement aux îles. Une pression, on dirait que c'est lourd à supporter, mais une participation, là, c'est comme normal, c'est comme un plus. J'enlève le mot. Moi, le mot pression, c'est un petit peu moins agréable parce qu'on sent vraiment qu'il faut forcer tout le temps, alors que juste une participation à notre environnement, c'est plus simple. Finalement, on fait les mêmes gestes, mais avec un esprit beaucoup plus léger. Oui. Un incitatif, disons. Sandra, en regardant les portraits, je me suis demandé pourquoi, en fait, comment vous expliquer, si on veut, que malgré notre proximité avec la mer, avec le fleuve, la plupart des gens semblent être déconnectés des merveilles de la nature, des merveilles gastronomiques qui peuplent nos eaux. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce qu'il y a des raisons historiques, culturelles à ça? Un peu tout ça à la fois. Effectivement, on se pose la question pratiquement tous les jours ici. D'un point de vue historique, effectivement, les Québécois, les Canadiens ne sont pas des mangeurs de poissons, on est des mangeurs de viande. Dû, entre autres, à l'hiver qui est très long, très froid. On se remet dans l'histoire du Québec, là, les bateaux étaient tout petits. La pêche avait pas la même ampleur que maintenant aussi. Faut voir que le transport des aliments frais vers les grands centres était difficile. Donc, historiquement, on mangeait du poisson uniquement l'été. Ou alors c'était salé. Et déjà, dès le départ de cette grande industrie-là, c'était vraiment vers l'exportation qu'on envoyait nos ressources. Mais encore aujourd'hui, on a conservé cette histoire-là d'exporter nos produits. Donc, il y a beaucoup de nos produits. Si je prends l'exemple du crabe commun, par exemple, on l'exporte encore vers l'étranger. Il n'est pas consommé ici au Québec. Donc, à cause de tous ces éléments-là là, mis ensemble, ça fait en sorte nous, ici, on connaît moins nos produits, mais les autres pays, eux, les connaisseraient bien, nos produits, puis ils connaissent leur valeur aussi. Là. Une question pour Cassandra, maintenant du fumoir artisanal Indian Bay. Cassandra, d'où provient en fait le saumon utilisé par votre entreprise? Est-ce que c'est d'origine sauvage ou c'est au contraire de l'aquaculture? Bien, avec notre permis d'usine qu'on a présentement, on est dans l'obligation d'avoir du saumon d'élevage. Notre saumon provient surtout du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. C'est la compagnie Northwest Harvest Sea Farm et True North Salmon qui nous fournit. Fait que c'est du saumon d'élevage qui sont dans des bassins d'aquaculture. Fait que c'est sûr que c'est une loi, mais en même temps, ça nous permet de ne pas vider les rivières si on aurait à prendre le saumon sauvage parce qu'on achète quand même de très grandes quantités de saumon dans une année. Là. Fait que, on se procure ça sur des entreprises locales ici, chez Servab. Puis, on a aussi Longue Chevalier de Rémer Aquaculture, là, qui est dans une aquaculture aussi. Est-ce que c'est, vous diriez, plus éco-responsable? Oui, parce que c'est ça. Si on arrête le saumon sauvage, comme je disais, ça permet de ne pas vider les rivières, puis d'avoir du saumon frais avec la même terre. Cassandra, une autre petite question pour vous, c'est Caroline Duchesne qui la pose celle-là. Dans la présentation, on parle de peaux de saumon qui sont récupérées. À quoi ça sert au juste? Qu'est-ce que vous faites? C'est ça. Présentement, on est en train de faire les tests là, pour essayer de faire de nouvelles recettes avec la peau de saumon. Il y a déjà des croustilles qui existent, des choses comme ça. Fait qu'on est en train de voir là, qu'est-ce qu'on pourrait pas créer avec nos rebuts, dans le fond. Là.
OK, super. On va suivre ça de près, évidemment. Une question pour l'ensemble de vous tous, quiconque aimerait répondre. Quelle a été la réponse de votre clientèle face à l'arrivée de ces nouvelles initiatives éco-responsables-là? Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie efficace même pour fidéliser, voire élargir une clientèle? Je vois Cassandra sur la tête. Ouais. Les clients, des fois, ils vont arriver, on a changé de nos contenants pour avoir des contenants biodégradables, tout ça, puis les gens sont heureux, même si ça coûte quelques sous parfois de plus. Mais tu vois que les gens sont vraiment dans un virage vert, puis qui apprécient que les entreprises se tournent vers ces fonctions-là. Stéphane? Bien, chez nous, pour être franc, on ne l'a pas tant publicisé que ça, toutes nos initiatives, mais je pense que dans l'avenir, ça va être ça. Comme dans la capsule, je disais, on est en train vraiment de regarder tout l'emballage de nos crevettes, la façon de les rendre plus recyclables, puis ça va faire partie de la stratégie, effectivement, de mettre l'emphase sur les efforts que l'entreprise fait. De le faire savoir. Oui. Jeanne, Sandra, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Oui, bien écoutez, chez nous, depuis qu'on a lancé Fourchette Bleue, depuis qu'on a pris aussi le virage scientifique, on est passé de 7 000 visiteurs en 2004 à 31 000 visiteurs au musée en 2019, donc avant la pandémie. Donc, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont très fans de ça, qui ont besoin de ces informations-là, qui sont conscientisés. Notre clientèle, elle est relativement jeune et a vraiment ce souci-là. Donc, oui, ce n'est que gagnant pour nous, tout ça. Wow! Jeanne? Oui, ben nous, c'est à chaque saison, chaque nouvelle saison, printemps, l'été, qu'on voit l'impact parce que les gens laissaient nos engrais, ils les essaient et quand ils voient la différence de pouces, c'est là qu'ils s'habituent pour la prochaine saison à en acheter parce que il y a vraiment une énorme différence dans la pousse d'une plante, surtout aux îles. Nos terres sont très, très pauvres. Et fait il s'aperçoit que finalement, la plante pousse aussi vite que si c'était de l'engrais chimique, mais qu'au lieu que de nourrir la plante, ça nourrit le sol. Alors, c'est ça. À chaque saison, on voit l'impact de plus en plus grand. Malheureusement, à date, on n'en produit pas plus parce que 100% de nos fumiers sont traités. Sauf qu'au lieu d'en envoyer 80% à l'île du Prince-Édouard puis en garder seulement 20% aux îles, ben, peut-être qu'un jour qu'on en gardera 30% aux îles puis qu'on enverra seulement 70% à l'île du Prince-Édouard. Alors, c'est sûr que le but serait de fournir 100% pour le local, mais je crois que la grandeur du territoire des îles, c'est pas assez grand pour nos quantités. Sauf que pour nous, on serait bien fiers que plus personne ne mette aucun engrais chimique sur les terres madeliniennes. Ce serait ça le but. Formidable, Jeanne. Puis on espère un jour les avoir en Gaspésie. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement le pouce vert, là, ça a l'air de faire des miracles. ben justement, c'est que la plupart des autres agriculteurs du Québec font leur propre culture, donc sont en manque de fumier. Nous, on ne fait pas de grande culture aux îles, donc la raison pourquoi on était en surplus de fumier et on a trouvé une autre alternative à ces fumiers-là. La seule difficulté avec la Gaspésie, c'est l'acheminement par le transport. Parce que les bateaux n'arrêtent pas en Gaspésie présentement. Alors, il faudrait le faire monter à Matane, le faire redescendre. Là, le coût. À date, on se concentre sur le plus local et avec l'île du Prince-Édouard parce que c'est le même camion à mouler qu'on utilise. Mais ce serait possible. Ce serait possible de faire découvrir notre produit. J'ai une question pour vous tous. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans votre démarche, le plus difficile à mettre en place? Une question de Pierre Jeunesse. Qui veut répondre? Je pourrais débuter. Nous, c'est sûr que c'est dans un principe touristique de développement des clientèles, mais c'était la compréhension de ce nouvel univers-là de la part des gouvernements. Donc, c'est ce qu'on a trouvé le plus difficile maintenant. Ça fait partie intégrante de chaque programme de financement, d'avoir du développement durable dans nos activités. Mais au tout début, c'était quand même quelque chose de relativement méconnu. Mais pour nous, je pense que
si je prends la valorisation des résidus, c'est qu'à un moment donné, il faut y croire parce que c'est sûr qu'on avait une problématique de gestion de ces résidus-là, mais l'investissement pour le résoudre, c'était quand même important. C'est plus de 5 millions qui a été investi dans la récupération des résidus puis les transformer en poudre. Donc, il faut quand même, à un moment donné, il faut faut y croire puis dire on va de l'avant. Puis finalement, ça a été profitable pour l'entreprise. Donc, souvent, on a l'idée, mais des fois, il faut aussi prendre le risque. Prendre le risque de faire l'effort. On a une autre question pour vous tous. Celle-là vient de Steve Pronovo. Est-ce que c'est votre conscience environnementale? Est-ce que c'est votre gain financier, la pression du public, l'envie de vous démarquer? Excusez-moi, on ne vous a pas entendu. En tout cas, moi, je vous ai perdu pendant quelques secondes. Pas de problème. Je répète, dans le fond, quelle est la principale motivation qui vous amène à adopter des pratiques éco-responsables? Est-ce que c'est votre conscience environnementale? Est-ce que ce sont les gains financiers, la pression du public, le désir de vous démarquer? Qu'est-ce qui vous motive en premier lieu? Un peu de tout ça. Un peu de tout ça. C'est sûr que souvent en entreprise, on dira ce qu'on voudra. Le gain économique est toujours important. Mais moi, je sais qu'ici, toute la partie récupération, c'est vraiment plus la conscientisation qui est importante là-dedans. Donc, on travaille encore sur un projet pour récupérer les poches de crevettes qui sont utilisées par les pêcheurs. Donc, on travaille avec la régie intermunicipale ici pour trouver un débouché. Peut-être ils font des tests présentement avec le plastique pour voir s'ils peuvent l'incorporer au bitume pour le mettre dans l'asphalte. Donc, toutes ces initiatives-là, c'est bien plus pour une question idéologique qu'économique. De notre côté, avec Fourchette Bleue, c'était vraiment d'être authentique, en fait. On avait eu vent d'un sondage qui avait été fait auprès des touristes en Gaspésie durant l'été et on leur demandait pourquoi ils venaient visiter la Gaspésie, puis ils répondaient pour les paysages et pour manger du bon poisson frais. Mais si on recule au début des années 2000, dans les restaurants, on mangeait du saumon, on mangeait des crevettes importées d'Asie. Et on mangeait, on arrivait de temps en temps à manger des homards, mais c'est pas partout qu'il y en avait. Donc, c'était vraiment difficile de dire aux gens, venez manger du bon poisson frais en Gaspésie, alors qu'on avait exactement les mêmes produits qu'on pouvait retrouver à Montréal. Donc, c'était vraiment de mettre à l'honneur nos produits, parce qu'on a des produits haut de gamme et des produits qui sont certainement de plus grande qualité que ce qu'on peut retrouver sur les marchés importés. On le voit avec les crevettes, d'ailleurs. Donc, c'était un peu l'objectif là, du programme Fourchette Bleue, c'était vraiment de démarquer l'authenticité de notre région. Cassandra, Jeanne? Le saumon arrive dans des cassettes de styromousse, mais ça en fait beaucoup. Donc, à un moment donné, à la force tu dis on va les jeter, mais on peut les récupérer, une conscience à ne pas mettre ça trop aux déchets. Fait qu'à cette heure, on les récupère, on les lave, on les désinfecte, tout ça avec on les lave avec un produit bio. Puis ils sont désinfectés, puis on fait nos livraisons locales avec ces cassettes de styromousse-là. Puis les clients sont vraiment, ils coopèrent bien là-dedans, ils nous redonnent nos cassettes. Fait que de semaine en semaine, on peut récupérer. Puis quand on ne peut pas récupérer, que ça s'en va par la ville ou quoi que ce soit, on a des boîtes biodégradables, puis à cette heure, on met ça là-dedans. Fait que on a viré ça comme ça. Pour nous à la ferme, pour le transport de notre engrais en vrac vers l'île du Prince-Édouard, on récupère les gros sacs de farine des boulangeries aux îles. C'est des sacs de 1 tonne et quelques. Eux jetaient à chaque fois. Et ils en ont des milliers des centaines, des dizaines par année. Et nous, plutôt que les jeter, ils nous les donnent. Et nous, c'est nos emballages pour notre engrais en vrac qu'on envoie à l'île du Prince-Édouard. Et ensuite, ça nous revient par la suite. Alors, c'est le même emballage qui resserre à de multiples fois. Fait que sur ce côté-là, sur les emballages, nous, on n'a pas vraiment de difficultés.
On avait vraiment un souci, nous, au départ, de régler un problème environnemental parce que dans les premiers chiffres, on n'était pas sûr que ça serait rentable d'imaginer un engrais. Donc, c'est pas vraiment la rentabilité au départ. Nous, ça a vraiment été la problématique environnementale pour protéger les îles de quantité de fumier liquide que les gens ne voulaient pas sentir près de chez eux. On va dire que tout le monde est près un de l'autre. Ici, les terrains sont prêts. Fait que l'agriculteur qui épandait les fumiers liquides ne respectait pas toujours les règles environnementales, c'est-à-dire le nombre de pousses à mettre sur son terrain, tout ça. Nous, on n'avait pas le contrôle sur ces agriculteurs-là parce qu'on leur donnait nos fumiers liquides. Mais dès qu'on a pu contrôler l'engrais, donc là, on sait où l'engrais va. Ça change du tout au tout. Il n'y a plus de senteur aux îles. Les gens qui mettent un petit sac sur leur terrain, il n'y a aucune senteur. Fait que les gens sont contents de ça. Ça a réglé une grosse problématique qui devenait de plus en plus importante aux îles. Fait que c'est vraiment l'aspect environnemental qui nous a motivés au départ. Ensuite, on a calculé les chiffres. Intéressant. Une question pour Stéphane et Sandra, cette fois de Louis-Martin Pilote. Croyez-vous que le réchauffement des eaux du Golfe aura un impact sur la pêche à la crevette et sur les autres ressources halieutiques? Si oui, comment l'industrie de la pêche envisage de s'adapter? Bien, ça, c'est une grosse question. Bien, c'est certain que les réchauffements climatiques ils vont avoir un impact sur la pêche. Ça, c'est... on ne peut pas s'en passer. Mais c'est sûr que, bon, nous, toute l'industrie de la crevette dans le Golfe, on a une certification MSC. Donc, c'est une certification éco-responsable, dans le fond, où cette certification-là, elle garantit là, que la pêche, il y a une gestion saine de la pêche. Donc, puis ensuite, dans le fond, ça nous permet de vendre ce produit-là avec cette certification-là. Donc, si jamais la gestion de la pêche n'était pas conforme, on la perdrait. Puis, je vous dirais que c'est quasiment 100% de nos clients qui nous exigent. Donc, c'est sûr que on va. Puis, je pense que pour la pêche aux crevettes, puis pour la pêche au Québec, là, je dirais que la gestion faite par Pêche et Océan est quand même importante. Là. Donc, quelque part, on va s'ajuster avec les quotas. Mais c'est sûr que les quotas vont peut-être descendre, c'est cyclique. Là, présentement, il y a beaucoup de sébaste qui s'en vient. On ne sait pas ça va être quoi l'impact de ce sébaste-là sur nous, comment on réagit, Crevettes du Nord, ben, on commence à réfléchir à une certaine diversification, peut-être voir justement qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec les résidus, qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut envisager une deuxième, une troisième transformation pour garder nos employés, pour garder l'entreprise active? Donc, c'est sûr que cet impact-là, on la considère. Il y a beaucoup d'impact, en fait, des changements climatiques sur la ressource marine. On voit actuellement, ça va extrêmement bien pour la pêche au homard. Les changements climatiques, le réchauffement des eaux est favorable à l'éclosion des œufs de homard. Donc, actuellement, l'industrie peut bénéficier de ça, entre guillemets, là. Monsieur Stéphane le disait, le sébaste, on n'est pas certain encore, mais on pense ou on présume que les changements climatiques favorisent le retour du sébaste. On voyait encore la semaine dernière avec les chercheurs de l'Institut Maurice-Lamontagne que la très, très faible couverture de glace qu'on a eue cet hiver va être à long terme défavorable sur le crabe des neiges. Donc, on pourrait avoir une perte de productivité en termes de pêche au crabe des neiges dans les prochaines années. Le phoque aussi, si je pense aux gens des îles de la Madeleine, il y a eu une réduction de la chasse aux phoques cette année à cause du manque de glace aussi. Donc, il y a déjà des mouvements dans la biomasse maintenant, et plus on va avancer, plus il y en aura encore. Donc, effectivement, les gens des pêcheries n'auront pas le choix de s'adapter, de diversifier leur production parce que, ultimement, il va falloir prendre un petit peu de tout. Mais bon, ça, c'est ça. Question pour chacun de vous. Quelles initiatives éco-responsables vous souhaitez mettre en place dans un futur à moyen ou à long terme, voire à court terme peut-être?
Ben, chez nous, on accueille dans les prochains jours notre nouveau navire dédié à l'éducation des sciences marines, donc un navire plus éco-responsable aussi, donc dessiné, construit et opéré en Gaspésie, donc un produit 100% local. On est très, très fiers. On l'attend là, dans les prochaines journées. Et puis, on a aussi un projet là, qui vise à construire un nouveau pavillon tout de bois, tout éco-responsable, mais dédié aux requins du Saint-Laurent, qui sont des espèces en péril, mais qui ont un fort potentiel attractif, qui sont présents dans le Saint-Laurent, mais que beaucoup de gens ignorent. Donc, on veut un peu mettre un faisceau de lumière sur cette espèce-là. Génial. Quelqu'un d'autre? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, nous, on a vraiment 3 axes qu'on travaille présentement. Des emballages, les rendre plus recyclables. À l'entrée, le recyclage des emballages qu'on reçoit. Puis, on veut aussi augmenter notre valorisation. Là. Présentement, on valorise une partie des résidus qui sont destinés à la consommation humaine, parce que la poudre de carapace de crevettes qu'on fait, elle est pour la consommation humaine, mais il y a une partie des résidus qui ne le sont pas. Donc, on travaille sur des projets pour tenter de récupérer ça puis de valoriser ça. Cassandra? Bien, pour nous, comme on disait au début, là, c'est ça, de recycler surtout nos pots de saumon pour en faire certaines recettes. Puis, dans l'avenir rapproché, là, on aimerait bien qu'à notre boutique à l'usine, là, qu'on puisse avoir les morceaux de saumon pas emballés sous vide dans les sacs comme qu'on fait présentement, les avoir là, dans un comptoir réfrigéré pour le donner à un client dans un contenant bio pour qu'on sauve l'utilisation du sac pour les gens qui passent à notre boutique en saison estivale. En Islande, ils font des belles pots avec le poisson. Ils font du cuir. Ouais, ouais. Une autre idée de projet à moyen terme pour vous. Jeanne? Oui, ben nous, à assez court terme, on espère pouvoir avoir on a des genres de caisses pliables en plastique recyclables qu'on relave et tout ça pour la distribution de nos œufs dans les épiceries. Par contre, dans les restaurants, c'est encore dans des boîtes de carton qui sont compostables, mais pour nous qui ne sont pas récupérables. Alors, c'est sûr que ce qu'on aimerait, c'est pouvoir avoir que des caisses de plastique pliables comme ça dans tous les endroits où il y a des œufs aux îles de la Madeleine. Là, c'est des discussions qui vont s'en venir avec la restauration pour qu'ils aient des endroits où les accumuler, pour qu'ils restent propres et qu'ils restent en bon état, tout ça, pour qu'on puisse les récupérer. Des fois, c'est juste leur espace qui manque, mais je pense que ce serait un prochain pas. Puis, on a un beau projet en devenir pour transformer nos œufs, parce que puisqu'on ne peut pas exporter nos œufs des îles, on aimerait en faire des produits améliorés, c'est-à-dire toutes sortes de mayonnaise avec des saveurs de homard, de crabe, peut-être des crevettes, tous des produits des îles pour améliorer. Alors ça c'est un beau projet, c'est un gros projet. Je ne sais pas si c'est nous, les propriétaires, qui le réaliseront ou une prochaine génération qui aura notre ferme ultérieurement. Mais c'est un projet que j'aimerais bien voir naître à notre ferme parce que des produits comme ça, de deuxième et de troisième transformation, nous, à la ferme, on n'en fait pas avec nos œufs, puis ce serait un super bon produit à avoir aux îles pour accompagner nos fruits de mer qu'on a ici. On va vous suivre dans vos projets futurs, ça c'est certain. Merci infiniment à vous tous d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. Merci. Évidemment, si vous avez des questions ultérieurement ou vous avez envie d'interagir avec nos panélistes, ce sera possible de le faire, comme on le mentionnait, soit en réseautage aléatoire ou soit via le chat, donc comme on vous le mentionnait précédemment, sur l'onglet scène. Alors, un petit rappel simplement pour vous parler de notre concours photo dont on vous a glissé un mot au départ. Un petit lascal, on va dire, parce qu'il vous reste encore un peu de temps si vous êtes une entreprise de la Gaspésie ou encore des îles de la Madeleine et que vous avez déjà mis en place des pratiques éco-responsables ou de technologies propres. C'est le temps de participer
participer à ce concours et de courir la chance de gagner un prix d'une valeur de 500 $, soit une œuvre de Mario Cyr, cinéaste et photographe professionnel qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, ou une œuvre d'Éric Deschamps, photographe professionnel. On poursuit avec notre deuxième panel Inspiration, si vous le voulez bien. Placer le développement durable au cœur de son entreprise et faire les choses autrement, c'est possible. Et c'est ce qu'on pourra voir encore une fois dans les prochains instants. Et ce, peu importe le secteur d'activité. C'est ce qu'on verra donc avec ces 3 portraits de leaders régionaux que voici. Le Nordais, Home Hardware Saint-Siméon, Syrie Avignon, qui nous partagent leur stratégie d'affaires et leur politique de développement durable. Moi, c'est Pierre-Luc Bigawet. Je suis directeur général et copropriétaire du Home Hardware de Saint-Siméon. Moi, j'ai pris la relève de l'entreprise au niveau de la direction générale en 2017, en même temps que l'achat de l'entreprise. Et mon père étant plus en fin de carrière, désirait un peu laisser les rênes de l'entreprise et qui était depuis près de 12 ans, qui est dans le milieu, qui était implanté, qui était en forte croissance, vraiment une croissance très, très élevée. Donc, il fallait faire quelque chose. On voulait se l'amener au goût du jour. Mon père étant ce qui est peut-être plus une génération ancienne, avait une manière de voir. Moi, plus jeune, plus dynamique, j'avais une autre manière de voir ça. Et mes oncles aussi amenaient un vent de fraîcheur dans l'entreprise. Donc, on a pris la situation X de l'entreprise et on s'est mis à regarder tout ce qu'on voulait. On s'est mis à faire une planification stratégique aussi. On a fait affaire avec des consultants pour nous aider on part de là, on veut aller vers là, mais comment il faut faire pour se rendre vers là? C'est ce qui nous a amené en cours de route à faire une planification stratégique, développer une politique de développement durable qu'on est en train de finaliser dans ces jours-ci. Bien, premièrement, en partant, il faut le faire pour les bonnes raisons. Okay? Si c'est juste un côté économique que tu veux sauver de l'argent, oui, tu vas sauver de l'argent, mais c'est peut-être pas trop ça qu'il faut que tu regardes. Il faut que tu aies une conscience en même temps que tu veux changer ta manière de faire aussi, sans réinventer la roue. Moi, j'ai un commerce assez traditionnel, quincaillerie. On ne veut pas réinventer le modèle d'affaires. On veut juste prendre les pratiques-là, puis plus amener des pratiques éco-responsables dans notre démarche. Donc, quelqu'un qui veut commencer, bien, c'est sûr qu'il y a des programmes de subvention qui sont pour aider les personnes, puis on est accompagné dans ce projet-là. Là, on est en train de placer un agrandissement. Okay? On prend un bâtiment qui est existant, qui est un très, très vieux bâtiment, qui est plus que centenaire. Donc, en premier lieu, vieille partie égale manque d'isolation, pas étanche. Donc, on veut amener le bâtiment à être plus étanche, donc moins de perte d'énergie. Okay? On veut revoir aussi le système de chauffage. En ce moment, c'est un vieux système de chauffage qui est à l'huile. Dans l'agrandissement, l'entièreté de l'éclairage va être au DEL. Et ultimement, on veut réduire notre facture de chauffage et énergie d'environ 25 %. On ne se cachera pas, moi j'ai 4 véhicules de livraison, c'est des camions, des gros cylindrés, donc assez polluants, merci, mais je ne peux pas faire autrement pour livrer mon matériel que prendre ces camions-là. Par contre, on s'est dit, on ne peut pas atténuer les gaz à effet de serre qu'on émet, mais on veut les remplacer par une compensation. Donc, on veut planter des arbres en compensation. La politique de développement durable qu'on est en train de développer, il faut que tu prennes ça au sérieux. C'est une démarche qui t'amène beaucoup de réflexions. C'est sûr, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais en bout de ligne, tu te rends compte que moi, je ne suis pas une personne qui est hyper écologique à la base. J'ai une conscience environnementale X quelconque. Oui, mais je ne suis pas une personne qui est écologique vers au fond. Faire une démarche éco-responsable, on parle plus d'écologie, mais ça touche pas juste ça touche le social, l'environnement, l'économie, la gouvernance aussi. Il y a comme 4 grandes sphères là-dedans. Oui, moi c'est Richard Leblanc. Je suis dans la transformation du bois. Quand j'ai acheté ça, j'avais pas tellement d'expérience. Pas d'expérience là-dedans. Moi, j'étais dans le transport. Fait que dans pas longtemps, je me suis ramassé avec un moulin, un hedger, une entrée de bio, une sortie de bio, des employés. Moi, j'ai jamais aimé voir les grosses compagnies faire des coupes à blanc. Le bois, il se promène beaucoup par camion. Ça, moi, c'est quoi que j'aime. Je sais pas, ça me touche un peu de voir ça.
C'est du bois qui part d'ici, qui s'en va à Montréal, qui part de Montréal, qui s'en va en Nouvelle-Écosse. Mais il pourrait partir d'ici direct, aller en Nouvelle-Écosse. Pour acheter du bois qui proviennent du moins loin possible. Aussi, j'achète pas acheter de bois. Il provient des bassins versants de rivières ou encore des cédrières coupées à blanc. J'essaie de pas acheter de bois qui proviennent de ces places-là. J'ai eu des appels à un moment donné de quelqu'un qui se construisait. J'ai dit il y avait besoin du cèdre, il y avait besoin du bois. Ils ont dit on a vu sur Internet qu'on était proche de la nature et tout ça. Ils ont acheté beaucoup, ils ont tout acheté ce qu'ils ont pu ici pour la construction de leur maison. J'ai plusieurs exemples comme ça, à ma pratique environnementale, si on veut. Là. Du bois là, qui est coupé dans le bon moment, qui est bien scié, ça peut durer des centaines d'années. Du bois, c'est vivant. Jeffrey Samuel Bond, propriétaire du Nordet à Saint-Georges-de-Malbaie. Le Nordet, en fait, c'est un motel qu'on est en train de rénover puis en train de développer un centre écotouristique. Donc, la vocation puis la mission même du Nordet, c'est vraiment de respecter l'environnement dans lequel on est, puis d'appliquer des pratiques de développement durable là, le plus possible dans l'ensemble des choix et décisions de nos opérations. C'est sûr que quand qu'on fait un choix en affaires, puis malgré tout, il y a un aspect économique, on n'a pas le choix, mais on a le choix des actions qu'on prend. Tout développement a un impact sur notre environnement. Puis justement, par contre, c'est quelle décision qu'on doit prendre pour minimiser cet impact-là. Donc, chacune des petites actions qui peut être prise doit des fois être analysée, puis des fois c'est des petites actions, puis des fois c'est des grosses actions. L'aspect transport, c'est sûr que c'est ça qui a un gros impact. Donc, dans la sélection de nos matériaux, la réflexion a été faite en fonction un peu de ça, de la distance que le matériel parcourt. Autant auprès de du bois, premièrement, où est-ce qu'il a été prélevé, où est-ce qu'il a été scié, où est-ce qu'il a été transporté. Fait que, tu sais, le fait de sélectionner un bois de merisier et d'érable, on sait que c'est prélevé dans notre périphérie en Gaspésie, c'est avec bois BSL, donc là, ça s'en revient ici. Donc, le transport est un circuit court, puis tu sais, des fois, on parle du bambou comme étant quelque chose d'écologique. Oui, en quelque sorte, mais il faut pas oublier non plus que ce bois-là parcourt des milliers de kilomètres avec différents types de transporteurs. Le mobilier aussi, ça a son incidence, son importance. Encore une fois, est-ce qu'on choisit un meuble fait en Chine ou un meuble fait au Québec qui a été produit dans une usine québécoise? Encore une fois, ça a un impact sur l'économie globale. Puis en même temps, quel type de matériaux ont été cherchés? La mélamine ou plus du bois laqué? La céramique recyclée, c'est quoi le type de savon qu'on va avoir? Est-ce qu'il est plus nocif? Fait que tous ces éléments-là peuvent se rechercher. Ça nécessite du temps, mais une fois que le système est mis en place, ça devient de plus en plus naturel, puis les automatismes se font aussi naturellement. Puis une fois qu'on a choisi, puis on a trouvé nos fournisseurs, le reste suit son cours, là. C'est sûr que moi, à la base, je suis guide de formation, guide d'aventure de formation, puis mon environnement, c'est un peu mon gagne-pain. Fait que c'est sûr que le fait d'avoir un milieu comme ça, faut le préserver, il faut le conserver. Et au travers de cette planification-là, tu te rends compte que oui, tu sais, c'est beau, t'as des bons mouvements écologiques, mais tu sauves aussi de l'argent. Et ultimement, c'est sûr qu'on est là pour sauver de l'argent et les pratiques d'affaires, mais il faut que ça englobe tout en entier, là. C'est beaucoup de petits gestes accumulés qui font qu'au bout de la ligne, ça paraît. Là, chacun fait un petit peu sa part. Son point de vue environnemental, ça compte.
on a tous et chacun, justement, un impact, puis on fait du développement, mais il suffit de faire une action qui en amène à une autre, à une autre, à une autre. Fait que, tu sais, c'est pas si compliqué, mais c'est juste de prendre le temps d'en mettre en place. Puis éventuellement, ben, on y regagne tous. Puis même les entreprises, je considère, vont y regagner économiquement, tu sais. Fait que ça, c'est du win-win à tous les sens, là. Encore de beaux exemples franchement inspirants. On accueille à ce deuxième panel d'aujourd'hui Pierre-Luc Bigawet, directeur général et copropriétaire du Home Hardware à Saint-Siméon, Richard Leblanc, propriétaire de la série Avignon, ainsi que Jeffrey Samuel Bond, directeur général du Centre écotouristique Le Nordais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. On vous l'entendait dire, chacun de votre côté, Jeffrey vient de le mentionner aussi à la fin de la capsule, que c'est win-win, que c'est rentable le développement durable. À quel point ce l'est réellement? Parce que j'ai l'impression que c'est une question que se posent réellement les entrepreneurs qui sont à l'écoute ce matin. Bien, c'est sûr qu'écoute, premièrement, oui, ça faut que ce soit rentable. Tu poses des actions quelconques pour une bonne raison à la base, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit rentable. Un projet de nature environnementale, si tu fais juste pour l'environnement puis ça ne te rapporte rien au bout de la ligne, bien, tu le fais quand même, mais c'est encore plus important quand c'est rentable au bout de la ligne. Mm-hmm. Pierre-Luc, est-ce que vous avez des modèles, par exemple, des entreprises, modèles qui vous inspiraient en ce sens-là? Bien, c'est sûr que moi, dans mon domaine, au Québec, il y a quand même une mouvance des centres de rénovation. Il y en a plusieurs qui ont pris un virage. Donc, c'est sûr que j'ai des modèles inspirants à gauche et à droite. Mais c'est quand même dans les premiers balbutiements dans un centre de rénovation de faire un virage écologique et éco-responsable. On a des questions pour vous tous. D'abord, Élise Tremblay du CROGIM dit, dans vos propres secteurs d'activité, que ce soit la production de bois, l'industrie touristique ou la vente au détail, considérez-vous que la majorité des autres entreprises s'intéressent à leur impact environnemental ou que vous faites plutôt exception à la règle? Nous, de notre côté, je pense que là, on ressent justement un mouvement au niveau de l'écotourisme de manière globale, et même la ministre du Tourisme a souligné dernièrement là, des bonnes enveloppes budgétaires pour supporter le développement durable. Définitivement, je pense qu'il y a un mouvement en ce sens. Est-ce qu'on fait exception à la règle? Non. Puis souvent, par contre, c'est plus les gens font déjà des actions, mais ne le mentionnent pas nécessairement. Donc, c'est l'ensemble des actions qui est important. C'est pas seulement une action, mais c'est souvent l'ensemble des actions qui font en sorte qu'on a un impact sur notre environnement à court, moyen et long terme. Richard? Oui. As-tu répété ta question? Oui. La question était, en fait, est-ce que vous avez l'impression d'être exception à la règle ou vous avez l'impression que les autres producteurs de bois, les autres scieries, ont ce souci de l'impact environnemental aussi? Non, je pense qu'il y a beaucoup de scieries qui ont quand même cet impact-là. Ça commence parce que plusieurs font partie de ce qu'on appelle un organisme qui s'appelle FSC, Forest Steward Council. Mais pour faire partie de cet organisme-là, il faut que le bois soit transformé de façon responsable. Et je crois que ça commence quand même à... Les scieries sont quand même assez écologiques, je crois. Richard, je vous pose une autre question directement. En tant que scierie qui agit comme intermédiaire entre les compagnies forestières en forêt publique, les propriétaires de forêts privées et la clientèle, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un poids, d'avoir une certaine influence dans le respect des normes d'aménagement ou encore sur l'adoption de la certification dont vous parliez tout à l'heure?
Moi, j'ai pas beaucoup d'impact parce que je suis pas un gros producteur, un gros transformateur. Mais je fais attention, disons, de ne pas acheter du bois qui provient de copa blanc ou qui provient de bassins versants de rivières ou encore des cédrières qui sont coupées à blanc. J'essaie de moins possible d'acheter de bois de ces coupes-là, si on veut. Je vous pose une question de Dominique Vien cette fois. À tous, comment vous vous assurez que vos employés vous suivent dans cette aventure-là? Oui, je crois que les employés, je n'ai pas beaucoup d'employés, mais ceux que j'ai, oui, ils semblent être beaucoup, comment dirais-je, conscientisés? Une conscience responsable pour l'écologie. Merci, Richard Kerwick. Oui, moi, de mon côté, mes employés, il y en a quelques-uns qui participent à l'élaboration de mon plan de développement durable, à commencer par l'instauration d'un comité vert à l'intérieur du magasin. Et moi, j'ai toujours dit que si tu communiques aux employés, tu leur fais part de tes plans, tu écoutes tes idées, ils vont beaucoup plus se sentir importants dans le plan et faire partie de la solution. Très bien. Jeffrey? Ben, c'est assez similaire à mes deux comparses, là. Nous, de notre côté, effectivement, là, les employés sont partie prenante aussi là, de ce processus-là. Puis je pense qu'il y a aussi une question d'éducation puis de transmission de l'information qui fait en sorte aussi que ceux-ci sont en mesure de le transmettre auprès de la clientèle. Jeffrey, je poursuis avec une question directement pour vous parce qu'on est aux portes, disons, de la saison touristique en Gaspésie et aux îles de la Madeleine. Le tourisme ici occupe depuis longtemps une place importante dans l'économie, dans la société. Est-ce que vous pensez que l'essor de l'écotourisme, ça peut devenir un moteur de changement vers une économie plus respectueuse à l'échelle de la Gaspésie, à l'échelle des îles, tout en influençant les habitudes de consommation des gens d'ici, des locaux, mais aussi des touristes? Bien, définitivement, l'essence même de l'écotourisme, c'est le respect aussi des cultures locales. Puis on le voit sur la scène internationale, c'est vraiment le marché qui est le plus en croissance comparativement au tourisme de masse qu'on a dans différents domaines hospitaliers ou peu importe, là. Donc, définitivement, ça a un impact autant sur le service qu'on rend à nos clients, le service qu'on donne justement à nos participants aussi dans nos activités, en quelque sorte. Mais je dirais au-delà de ça, ça a un impact sur notre communauté directement, que ce soit par le biais de l'achat de produits et services qui permettent une économie circulaire, ou bien de juste embaucher comment je pourrais dire, des gens de la population locale, bien, ça fait en sorte qu'on crée une économie qui est un peu plus verte, puis qui ajoute une durabilité, puis en même temps qui a un intérêt, tu sais, pour revenir un peu à la question initiale, les clients veulent ça, donc vont tendre et acheter vers ce type de produit. Fait que c'est sûr et certain que ça crée un bel engouement à tous les niveaux, là. Une question pour Jeffrey, en fait, de Louis-Martin Pilote. D'après vous, quel est le rôle des guides d'aventure dans la sensibilisation du public aux principes d'éco-responsabilité desquels vous venez de parler? Bien, au niveau du métier de guide d'aventure, définitivement, on encadre des gens et une des responsabilités, un des rôles et responsabilités, c'est d'interpréter. Donc, qui dit interpréter, dit aussi éduquer. Et le fait d'être dans un environnement, comme je le mentionnais dans la capsule, le fait d'être dans un lieu, dans un contexte de plein air, ça permet aux gens de voir directement l'impact, d'avoir une sensibilisation, d'avoir un regard, mais aussi d'avoir excusez le terme, là, un feeling de ce qui se passe sur le terrain. Donc, l'impact est beaucoup plus grand quand on éduque nos gens, puis définitivement, ça a une belle portée là, en tant qu'éducation là, pour nos clients.
Une question qui vient d'arriver pour vous tous il y a quelques secondes à peine de Dominique Cyr cette fois. On entend parfois qu'une démarche de développement durable coûte cher, mais ne pas avoir de démarche peut aussi avoir un coût important. Quel est votre constat pour votre entreprise? Qu'avez-vous à dire à une entreprise, par exemple, qui hésiterait à investir dans une démarche de développement durable? Je vais répondre en premier. Dans mon cas, je suis en plein milieu de la démarche. C'est sûr qu'il y a une réduction de coûts liée à ça. Par exemple, dans mon cas, je prends un vieux bâtiment qui n'est pas étanche, qui a un éclairage, un vieux éclairage au néon. On veut faire un éclairage au DEL. On veut aussi, en agrandissant le bâtiment, le réisoler. Donc, il y a une économie d'énergie et d'argent à aller chercher en bout de ligne aussi. Là. Donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Là. Est-ce que Richard ou Jeffrey veulent poursuivre? Bien, pour notre part, on a racheté un vieux motel. Donc, en partant, c'est sûr et certain que le fait si on l'aurait laissé dans son état actuel, on n'aurait pas eu le même chiffre d'affaires. Donc, en rénovant, en réinstaurant des nouvelles pratiques, ben c'est sûr que ça amène une augmentation au niveau de la tarification, donc par le fait même des revenus supplémentaires. Fait que si on était resté au statu quo, définitivement, on n'aurait pas eu autant de ventes. Puis là, on est au début, on est en démarrage, mais on estime là, que pour les prochaines années, ça va être de mieux en mieux, là, ça c'est définitif. Richard, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une entreprise qui hésite à se lancer dans le développement durable? Mais je crois que aujourd'hui, avec la jeune génération, qui sont beaucoup plus sensibilisés que nous, ce qu'on était au développement durable, moi, je leur conseille fortement d'aller vers ce genre de production, si on veut. À long terme, c'est payant comment dirais-je, de travailler, j'ai perdu le fil des idées, là, mais... À long terme, c'est payant. C'est ce qu'on retient. C'est ça. C'est l'important du message. C'est ça. Une autre question, cette fois, s'adresse à Jeffrey. Question de Antoine Bonhomme. Est-ce que vous pensez qu'un regroupement des acteurs du tourisme en Gaspésie pour encadrer des pratiques de développement durable serait favorable pour s'assurer que tous vont dans la même direction et favoriser un partage des bonnes pratiques? Et ça, c'est une bonne question. Je crois qu'un partage peut être fait. Est-ce qu'on doit former une association? Il y en a déjà des existantes, que ce soit au niveau national et voire même international. Puis, en fait, si je me trompe, on a une de nos panélistes aussi. Là, il y a un nouveau développement là, au niveau du tourisme durable. Là. Sandra était siège là-dessus. Puis nous, de notre côté, on est très intéressés là, à s'intégrer au niveau national. Donc, est-ce qu'on veut dédoubler les choses? Moi, pour ma part, en termes d'implication, à un moment donné, je pense qu'on peut aller voir aussi là, un peu partout qu'est-ce qui se fait, mais effectivement, si on peut influencer, si on peut partager, puis le Fonds Éco-Leader nous aide aussi en quelque sorte là, à partager les bonnes pratiques. Puis il y en a plein d'autres, comme je mentionnais aussi, des fois, qui le font, mais à différents niveaux. Fait que définitivement, si on peut partager, c'est sûr que c'est intéressant, mais est-ce qu'il faut créer une association? Je suis un peu mitigé. Et Jeffrey, il y a déjà une certification Aventure Écotourisme au Québec? Oui, il y a une certification qualité écotourisme avec de l'association Aventure Écotourisme Québec, mais aussi, puis là, c'est ça, il faudrait que je regarde de nouveau, là, mais il y a vraiment une nouvelle association qui s'est créée au niveau du tourisme durable. Puis, comme je mentionnais là, un petit peu plus tôt, là, Sandra en faisait partie aussi là, de cette nouvelle structure là, qui a lieu actuellement au Québec. Là. Excellent. Question de Dominique Vien, cette fois. Est-ce qu'il existe un type de certification environnementale pour les home hardware et les quincailleries en général, Pierre-Luc?
Je ne crois pas en ce moment qu'il y a vraiment une certification à aller chercher. Par exemple, il y a des programmes assez généralistes qu'on peut embarquer dedans, mais il n'y a pas de certification vraiment en ce moment qui a été établie dans la norme du centre de rénovation. Un des programmes actuellement qui est en vogue est le programme Bien fait ici, qui favorise les produits fabriqués au Québec ou une grosse partie de composantes qui sont assemblées au Québec. C'est genre de programme. Tantôt, Richard parlait aussi des produits nature FSC pour le bois. Il y a plusieurs fournisseurs de bois au Québec, même localement ici. Je pense à Temrex là, qui a un gros mouvement là-dedans dans le programme FSC. Donc, il n'y a pas de programme officiel, mais il y a plein de sous-programmes dans le monde du centre de rénovation. Excellent. Messieurs, quels sont vos freins? Quels sont vos bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, qui vous empêchent d'avancer davantage à ce niveau-là? Bonne question qui demande réflexion. Oui. Ben, en fait, est-ce qu'il y a des freins? Ben, c'est sûr que l'aspect économique, l'aspect de la disponibilité, c'est des éléments qui sont quand même à considérer. Nous, de notre côté, ça a été beaucoup plus de recherche, de demande et de pression auprès de nos fournisseurs. Puis on continue à le faire, que ce soit pour les matériaux textiles ou quoi que ce soit. On le demande, puis des fois, c'est vraiment la question de la disponibilité. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus une question d'effort perpétuel, puis à force de demander, l'ensemble des fournisseurs embarquent là, de plus en plus dans le projet, puis c'est ça, c'est la question d'acheter puis de demander qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, on a de plus en plus d'accessibilité à différents types de produits. Là. Intéressant. Richard, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Ah, Pierre-Luc, oui? Ah, ben, Richard peut y aller, vas-y. Ah, ben, le bâton dans les roues, pas vraiment, mais je crois qu'il devrait y avoir certains programmes, peut-être programmes gouvernementaux différents ou quoi qu'on en a déjà, mais qui pourraient peut-être aider plus à l'entreprise. Puis il y a des fois aussi, il y a question d'accessibilité à certains produits, certains bois qu'on peut pas, qu'on est obligé pour l'approvisionnement, des fois on est obligé de faire venir du bois de plus loin. Et pour le client, c'est la même chose. Il ne peut pas se procurer son bois proche de la place où il a besoin de l'avoir. Je peux renchérir. Oui, certainement. Si je peux renchérir ce que Richard disait, la difficulté d'approvisionnement du bois en ce moment est vraiment un constat réel. Nous, en premier lieu, on s'approvisionne beaucoup d'un moulin local Temrex à Nouvelle qui ont une ligne de bois premium qui répondent aux critères et qui viennent des forêts locaux. En ce moment, tous les fournisseurs de bois sont en pénurie. Donc, des fois, il faut aller chercher plus loin pour s'approvisionner, autre que de local. Alors, de ce temps-ci, le bâton dans les roues, c'est vraiment le marché. Un autre bâton dans les roues que je peux voir dans mon commerce, c'est au niveau des choix des produits en commerce. Les institutions, comme autant les bannières, n'ont pas encore la vision vraiment de développement durable à long terme. Et si là, ça se reflète dans le choix de produits. On peut décider de prendre un choix de produit plus écologique, qui n'est pas nuisable à l'environnement. Mais il faut aussi aller avec les besoins de la clientèle, ce que les clients veulent. En ce moment, je trouve qu'il y a un clash de génération vraiment entre, comme Richard disait tantôt, la nouvelle génération plus axée sur l'éco-responsabilité et la génération un peu plus vieille le sont un peu moins. Donc, moi, dans mon modèle d'affaires, il faut que je prévoie des produits écologiques pour la génération qui veulent ça, mais il faut aussi que je respecte les besoins des clients plus vieille génération, donc des produits à nature plus traditionnelle. Cependant, j'ai déjà banni certains... en fait, je projette de bannir certains produits de mon magasin. Exemple, le fameux Roundup qui a eu mauvaise presse dans les dernières années. Malgré que c'est un produit que beaucoup de clients veulent, on a des choix déchirants à faire. On va dire, est-ce qu'on veut l'offrir quand même ou le restreindre de ne pas l'offrir? C'est intéressant, ça m'amène sur la question suivante que je voulais vous poser. Quelles sont les initiatives éco-responsables que vous souhaitez mettre en place dans un futur à court, moyen, long terme peut-être?
Richard, Jeffrey, est-ce que vous souhaitez rebondir là-dessus? Ben, moi, j'ai différents rebuts de bois. Mettons comme le Brindisi, il y a du Brindisi des fois qui s'en va pour des agriculteurs, là, des producteurs de bœuf, des producteurs de... Puis, les autres rebuts, ben, il y en a qui ça s'en va à Uniboard Canada, à Québec, c'est pour faire comme la RIP, là, ça s'en va pour faire des panneaux agglomérés qu'ils appellent. Ensuite, moi, il y a mes croûtes de bois, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la slab. Là. Ça, j'ai pas toujours des marchés pour ça. Il y a une partie du marché qui s'en va pour du bois. Il y en a qui achètent ça comme bois d'allumage. Mais j'ai quand même certains rebuts, là, surtout dans le résineux. Comme dans le cèdre, ça, aller jusqu'à il n'y a pas longtemps, je vendais ça. Une entreprise de New Richmond, M. Campbell, qui faisait des paniers des couronnes de Noël, là, il envoyait ça aux États-Unis, je pense. Mais ce que j'aimerais le plus pouvoir écouler d'un marché proche, c'est les croûtes de bois. Très bien. Jeffrey? Bien, pour notre part, on a des projets qui ont été mis sur la glace dû à la pandémie, mais on est en train de redémarrer un peu là, le projet initial qui était d'établir un spa nordique écologique ici à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, on a des bassins qu'on a déjà reçus en cèdre. Éventuellement, à moyen terme, on veut avoir des chauffe-eau solaires. Donc, c'est toute cette dynamique-là, là, autant au niveau des choix des matériaux, mais aussi de l'utilisation du bronze versus le chlore, des ionisateurs. Donc, tout le concept aussi là, de thermothérapie, mais un peu plus écologique. On a donc bien hâte d'y aller. Je rebondis sur les effets de la pandémie. Je ne sais pas si c'est partiellement la réponse à la question de Louis-Martin Pilote, qui est dirigé à Richard et à Pierre-Luc. Qu'est-ce qui explique cette pénurie de bois d'œuvre, cette hausse des prix dont vous parliez tout à l'heure? Oh, la question qui tue. Hein? La pandémie, moi, ça m'a beaucoup affecté dans le sens qu'on est proche de la frontière du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est-à-dire, je croyais être beaucoup affecté parce que environ 50% de mes clients viennent du Nouveau-Brunswick. Mais depuis la pandémie, les clients d'ici ne peuvent plus traverser l'autre côté, donc ils viennent ici. La pandémie, moi, j'ai dépanné beaucoup de gens qui ont besoin de 2-3 madriers, des fois que je n'ai pas en stock. Ben, je leur fais leur madrier en question, pas qu'il y ait à aller chercher ça soit à Carleton, Saint-Omer ou à Amkoui. Ensuite, il y a une pénurie. Oui. J'essaie un peu de comprendre pourquoi, il me semble qu'on voit beaucoup de bois dans les moulins. Puis le prix a augmenté énormément. Je ne crois pas que le 2x4 coûte aussi cher à faire que le prix qui est actuellement. Je ne sais pas c'est où que le... En tout cas, il y a une pénurie vraiment. Moi, j'ai des appels des fois de Matane, encore l'autre fois, j'ai eu un appel de Kaplan, un appel des appels du coin de Saint-Hyacinthe pour acheter mon commerce. Parce que c'est ce que j'ai à dire sur la pandémie. Je comprends pas. Je ne peux pas répondre à la question, en fait. Ben de mon côté, c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse magique, comme Richard le disait. La pandémie a affecté le marché du bois à partir du printemps passé, quand que le gouvernement a décrété la fermeture des usines de production. Il y a environ 1 mois et demi que ça a fermé. Après ça, ils ont décollé, mais à pas tous leurs chiffres, à pas tous les rendements d'employés. Il y avait des distanciations à respecter. Donc, la productivité n'était pas à 100%. On parlait d'environ une productivité de 50%. Et la demande a explosé. La demande a explosé et les cours à bois se sont fait vider. C'est facile de dire en ce moment, quand on passe notamment de chez Tenrex ou l'usine à Saint-Azéa, peu importe les producteurs locaux, les cours sont pleines,
ils ont du bois en masse, puis le prix est élevé. Oui, les cours sont pleines, mais tout le stock est vendu. Il y a une pénurie vraiment de stock aussi à cause que les États-Unis ont besoin de beaucoup de bois. Et pour les producteurs québécois, malheureusement, c'est un gros avantage pour eux d'exporter leur bois aux États-Unis à cause du taux de change en premier lieu pour pouvoir écouler leur production. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait gonfler vraiment les prix selon l'offre et la demande. Et je suis d'accord avec Richard aussi de dire que le même 2x4 ne produit pas plus cher à produire que v'là un an. C'est tout simplement l'offre et la demande. Moi, je pense que tant que le marché ne soit pas réglementé, on va être à la merci de ça. Mais le gouvernement ne veut pas réglementer le marché à cause qu'ils disent une compétition déloyale qui arriverait à réglementer le marché. Donc, ils veulent laisser le marché dicter ses propres règles de prix, mais en même temps, c'est le consommateur en bout de ligne qui est prisonnier de ça. Absolument. Une question qui s'adresse à Richard et Jeffrey, ça provient de Élise Tremblay du CROGIM. Est-ce que vous avez des inquiétudes dues au changement climatique pour la continuité de vos activités, le réchauffement des températures? Si je peux lire un petit peu plus, Marie-Claude. Ensuite, s'entraîne une foule de conséquences, des feux de forêt, des nouveaux ravageurs dans les forêts notamment. Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à l'impact que cela peut avoir sur la production de bois et sur l'industrie touristique aussi? Sur la production de bois, c'est dur à prévoir, mais je crois que pour les incendies, avec les chaleurs qui viennent, pour les incendies de forêt, je crois que ça peut venir dangereux par ici, pour les incendies. En tout cas, surtout où il y a beaucoup de résineux là, proches des maisons, je crois que ça peut être dangereux, oui. Jeffrey? Bien, c'est sûr que la variation de température a un impact sur nos côtes. Fait que définitivement, l'ensemble des côtes de la Gaspésie risque d'être affecté au cours des prochaines dizaines d'années, puis même voir un peu plus à court terme. Donc, effectivement, ça a un impact parce que les gens veulent avoir des plages, veulent vivre un peu cette expérience-là. Fait que ça c'est un des éléments, mais je pense aussi au tourisme hivernal, avec la fluctuation des températures. Pour ceux qui veulent avoir des bonnes bordées de neige, si on a des précipitations de pluie ou quoi que ce soit, ben, ça aussi, ça a un impact. Donc, définitivement, les changements climatiques peuvent avoir des répercussions directes sur l'industrie touristique. Messieurs, merci à vous trois de vos partages enrichissants, inspirants, très certainement. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Merci.